C'est un dessinateur, un scénariste absolument merveilleux, Jacques Ferrandez. J'ai toujours un bonheur de le recevoir. Bonjour Jacques. Bonjour. Ça s'appelle Les Suites algériennes, 1962-2019. C'est une première partie et haletante, incroyable de ce retour dans cette Algérie que vous aimez tant. Mais surtout que j'ai beaucoup traité dans mes albums précédents. Ça fait maintenant plus de 30 ans que je m'intéresse à ce sujet. Alors, il y a eu les Carnets d'Orient, il y a eu le deuxième cycle sur la guerre d'Algérie qu'on a renommé Carnets d'Algérie parce que c'était plus cohérent par rapport à cette notion d'Orient qui était quand même une notion du 19e siècle. Et là, maintenant, c'est les suites algériennes, c'est-à-dire que je crois que ça fait maintenant 12 ans qu'est sorti le dernier album sur cette série-là. Et j'avais vraiment envie de repartir pour savoir ce que deviennent mes personnages après 1962, puisque l'histoire ne s'arrête pas en 1962. Oui, l'envie, elle vient de cette révolte, de cette volonté de liberté 2019. C'est probablement le déclencheur, oui, parce que ça fait un moment que ça me trottait de reprendre le fil de cette histoire-là sur l'Algérie contemporaine, c'est-à-dire depuis la prise du pouvoir par le FLN en 62, les années qui ont suivi, avec des épisodes assez peu connus comme les Pieds Rouges, comme Alger, capitale du tiers-mondisme, avec ensuite ce qui s'est passé en octobre 88, les émeutes d'octobre 88, qui ont été aussi assez sanglantes. Et puis, vous voyez, c'est ce qui a été le point de départ, en fait, pour la décennie noire, hein, toutes ces années 90, avec 150 à 200 000 morts dans le pays, une espèce de guerre civile sans image aussi. Et tout ça, ça m'a beaucoup intéressé, évidemment, de l'autre rive. Moi, je voyais ça aussi de chez moi, de la région niçoise où j'habite. Et j'avais vraiment envie de raconter cette histoire-là. Et en effet, la révolte, enfin le Hirak, c'est-à-dire à partir du 16 février, je crois, 2019, tous les vendredis, ces manifestations pacifiques pour faire dégager, disons, ce régime, qui ont partiellement réussi, puisque Bouteflika a été dégagé, effectivement, mais on s'aperçoit aujourd'hui que finalement la roue tourne, mais que c'est toujours les mêmes qui sont aux commandes. Oui, on voit tous ces personnages, une sorte de saga absolument incroyable. Ça commence avec un personnage qui vous ressemble beaucoup, hein, Jacques, un salon du livre à Alger, et le début de ces révoltes, et l'envie d'aller dans un cimetière. Oui, alors ça, si vous voulez, c'est ça aussi qui m'a poussé à démarrer l'histoire par l'actualité. C'est que j'étais à Alger le 1er novembre 2019, donc c'était le 37e vendredi du Hirak, et c'était le 1er novembre qui tombait un vendredi, donc c'était double motif de manifestation, et avec évidemment le 1er novembre 54, hein, qui était le début de l'insurrection qui a amené l'indépendance, et on a vu ce jour-là des banderoles de la part des manifestants, rendez-nous notre indépendance, etc. Donc moi, il se trouve que j'étais là à Alger à ce moment-là, et j'en ai profité pour aller faire ce que je voulais faire depuis un certain temps, une espèce de pèlerinage familial et personnel sur les tombes de mes deux arrière-grands-pères paternels qui venaient d'Espagne et qui sont enterrés à Alger tous les deux, que je n'ai pas connus, puisque l'un est mort en 1927, l'autre en 1946, mais leurs tombes sont toujours là. Et le fait d'aller voir ces tombes, d'en voir une qui était ouverte, de discuter avec le gardien du cimetière, de voir des tombes en mauvais état. Alors, une était en très bonne, enfin, était intacte au sens où elle n'avait pas été touchée, mais elle n'avait pas été entretenue non plus. Donc, on a fait un peu de nettoyage, disons, avec ça, c'était au cimetière au-dessus de Bellecour, où était un de mes arrière-grands-pères, et l'autre au cimetière Saint-Eugène, à Bab el-Oued. Là, la tombe avait été ouverte, c'est-à-dire que la pierre était basculée sur le côté, cassée en 3 morceaux, et on m'a expliqué que c'était les tremblements de terre de 2004. Comme le reste était intact, j'ai dit au gardien, il faut trouver une autre explication. Et là, il m'a expliqué que pendant la guerre civile, c'était des planques, les terroristes se servaient des tombes du cimetière européen pour planquer leurs armes, et puis par la suite, c'est devenu des planques pour les petits contrebandiers ou les trafiquants de drogue. Donc ça, cette histoire qui m'est arrivée là, je dis, bon, c'est comme ça que je vais commencer. C'est pour ça que le personnage me ressemble un peu. C'est un début absolument romanesque, c'est extraordinaire. Ce qui était un peu une étape de travail, de me figurer, enfin de représenter le personnage avec mes traits, mon éditeur m'a dit, mais surtout laisse-le comme ça, parce que je dis, bon, je vais sans doute le changer. Non, parce qu'il m'a dit, c'est la première fois, en effet, que tu peux utiliser ton vécu, ton expérience, les choses vues et entendues à travers l'histoire qui se déroule aujourd'hui. Donc c'est resté. C'est profond, hein, c'est palpitant, c'est profondément émouvant, très souvent, avec ce peuple algérien, Jacques, que vous aimez tant. Et derrière, il y a plein de personnages. Chaque personnage se balade à travers votre récit dans ces époques, cette décennie noire, les années 60 et puis maintenant. Et finalement, vous jouez comme ça du temps.
Oui, alors ce que j'ai essayé de faire pour éviter... Alors, sur les précédents épisodes, j'étais plutôt sur une démarche chronologique pour essayer de raconter les choses dans leur déroulement chronologique. Mais là, le fait de commencer avec 2019, ça me permettait d'utiliser une narration plus éclatée, si vous voulez, avec des différences temporelles, avec des personnages qu'on va suivre à différents âges, avec parfois, vous voyez, du flashback, mais parfois aussi on les voit à un moment donné, puis on les voit 3 jours après ou 3 ans après. Ça me permettait, un peu comme d'ailleurs... Je pense que les lecteurs aujourd'hui ont cette gymnastique plus facile avec les séries, par exemple, le fait d'avoir comme ça des personnages dont on va suivre le parcours à différents moments et éclairer certains moments grâce à d'autres périodes, etc. Donc ça, j'ai opté pour ce système de narration. Ce qui est très beau, parce que évidemment, chaque personnage est absolument fascinant, c'est un chapitre à chaque fois. Et alors... Il y a des personnages, il y a cette femme qui revient se passer comme ça, qui est là, toujours bien présente. Mais quand je dis les femmes, oui, les femmes sont très présentes dans ce livre. Et la notion artistique aussi, à travers le musée des Beaux-Arts, que l'on retrouve. Hein. Oui, oui. Mais là, j'avais besoin d'une séquence avec une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Nour, ce qui veut dire lumière, comme ça ne nous aura pas échappé, et qui est très féministe, en fait, qui sent que toute cette émancipation qui a été rendue possible à partir de 62 est en train de se refermer, notamment autour des femmes, avec le code de la famille de 1984, que les Algériennes appellent le code de l'infamie. Hein. Et là, j'avais besoin que cette jeune femme puisse parler de toute cette situation-là avec mon personnage de journaliste. Ça, on est en octobre 88. Et plutôt que de les faire discuter autour d'une table avec un café, je me suis dit, comme il y aura, disons, du dialogue, il faut que ça se passe dans un endroit qui aussi permette de mettre tout ça en contrepoint. Donc, comme le musée des Beaux-Arts d'Alger est un endroit que j'aime beaucoup, qui se situe au-dessus des jardins d'essai avec la perspective sur la mer, et surtout, c'est un endroit où le corps s'expose, et précisément, le discours de cette jeune femme, c'est de dire on est en train de nier le corps en Algérie, notamment le corps des femmes, avec les voiles, avec vous voyez, tout ce qui arrive jusqu'à nous aujourd'hui. Elle dit même, le corps a toujours été cet enjeu. On voulait nous prendre notre corps. C'est-à-dire, j'ai fait une auto-référence, si vous voulez, à mes albums précédents, l'histoire de ce peintre orientaliste, avec ce fantasme aussi de la femme orientale, hein, qu'on a vu sur les tableaux des années 1850, etc. C'était un peu le sujet de mon tout premier album, Des Carnets d'Orient. Et moi, ça m'intéressait de voir justement comment on avait, nous, ici en Occident, utilisé l'image de ce qu'on croyait être un peu ce fantasme oriental, peut-être pour accompagner aussi l'entreprise coloniale. À mon avis, ça allait ensemble. Mais c'est vrai que le corps a toujours été utilisé, on dirait aujourd'hui instrumentalisé par les pouvoirs. Alors, à une certaine époque, c'était effectivement le pouvoir français, d'abord par la manière de montrer le corps dans la peinture, dans la sculpture, et après ça aussi les corps meurtris au moment de la guerre d'indépendance. Oui. Et les corps aujourd'hui niés et je veux dire, et meurtris aussi d'une autre façon, avec les intégristes, etc. Donc tout ça, ça m'intéressait beaucoup de le situer justement dans un endroit où il y a des statues de Rodin, le baiser de Rodin, des tableaux de nus, etc. Et ça m'intéressait d'avoir cette espèce de comparatif, si vous voulez. Oui, oui. Il y a presque des personnages toujours blessés. Des blessures de l'histoire, des blessures subies. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans ce récit, Jacques, j'allais dire de bon ou de mauvais, il n'y a pas de jugement, au fond. Alors, j'essaie de faire ça depuis le début, mais c'est vrai que des personnages blessés, c'est peut-être aussi à l'origine cette blessure qui a été celle de tous ces Français à qui on a dit un beau jour, vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes plus chez vous, faites votre valise et tirez-vous de là, dégagez, pour reprendre un terme employé aujourd'hui. Et c'est vrai que ça a été une blessure terrible aussi pour... alors, évidemment, je parle aussi dans mes albums précédents de ce qu'a été la guerre, alors la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance, la guerre de libération, comme on dit en Algérie. Mais toutes ces blessures, évidemment, elles continuent aujourd'hui parce qu'elles n'ont pas été cicatrisées. Elles continuent d'être présentes dans l'actualité encore d'aujourd'hui. Et moi, c'est toute cette transmission, si vous voulez, de l'histoire aussi, avec l'histoire en marche aujourd'hui qui m'intéresse. Oui, oui, et puis peut-être aussi cette liberté volée à un moment donné. C'est-à-dire, au fond, l'argent, le pouvoir.
Oui, alors ça, je fais aussi, parce que c'est assez peu connu, enfin la manière dont le pouvoir en Algérie s'est installé avec des militaires, et depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, on le voit bien. Hein. Et puis avec évidemment tout ce que ça entraîne comme corruption, comme clientélisme, comme lutte interne aussi à l'intérieur du pouvoir. Donc ça, je l'incarne à travers des personnages d'officiers, certains qui ont été des combattants pendant la guerre d'indépendance, mais certains aussi qui ont été déclassés, voire éliminés à la suite de la prise du pouvoir par le FLN. C'est l'armée des frontières qui, en 62, prend le pouvoir. Souvent des gens qui n'ont pas tiré un seul coup de feu pendant la guerre d'Algérie et qui ont même éliminé physiquement les combattants qui, pendant 7 ans, 8 ans, avaient tenu les maquis. Donc ça aussi, c'est une période assez peu connue. Et j'allais dire qui est d'autant moins connue en Algérie, où il y a une espèce de langue de bois et d'histoire officielle. Donc ça m'intéresse de croiser tous ces points de vue. Oui, oui. On a l'impression que vous vous baladez avec votre pinceau, votre carnet d'Orient, oui, hein, Jacques. Et on voit d'ailleurs, parfois, c'est avec des chauffeurs de taxi ou des gens rencontrés comme ça, qui racontent leur Algérie, qui racontent leur histoire. Bien sûr, parce que si vous voulez, moi, c'est aussi, je retourne régulièrement en Algérie depuis longtemps, donc c'est aussi les choses vues, les choses entendues, les amis que j'ai en Algérie, et de voir que beaucoup de ces amis-là ont participé à ces manifestations du vendredi, c'est aussi une manière de leur donner la parole à travers mes albums. Donc c'est une forme comme ça de mosaïque, si vous voulez, de personnages, de situations qui s'expriment pour essayer de comprendre ce qui se passe. Oui, et une histoire pas finie. Au fond, on a l'impression que quelque part, il y a un cœur qui bat dans ce pays. Bien sûr, c'est pour ça que ce n'est que la première partie, 62-2019, mais je vais continuer. Alors toujours sur cette même période, mais en mettant l'accent cette fois-ci plutôt sur la décennie noire ou sur la période des années 60, Alger, capitale du tiers-mondisme, avec le festival panafricain de 1969, extraordinaire, où on a vu sur une même scène jouer Archichep et les musiciens Gnawa du sud algérien. Donc tout ça, il y avait un bouillonnement à ce moment-là. Il y a tout ça qui a été aussi douché, qui a été éteint, si vous voulez, par ce pouvoir, par la confiscation, si vous voulez, de cette indépendance et de ces émancipations qui étaient promises. Oui, quand je dis ce cœur de l'Algérie qui bat, c'est au fond, vous sentez ça, et vous dites, au fond, derrière, il y a, malgré toute cette histoire, malgré tout ça, il y a des hommes et des femmes absolument incroyables. Bien sûr, et puis même à la fin de l'album, je rends hommage à celui qui a été mon ami, mon guide, à chaque fois que j'allais à Alger, que je remercie. Il a disparu malheureusement au moment où j'étais en train de réaliser cet album. Je l'avais vu pour la dernière fois justement au moment de la Toussaint 2019, où il m'avait accompagné justement dans les cimetières. C'était vraiment un ami très cher, quelqu'un d'une culture incroyable, très en colère contre le système. Justement, il habitait la Casbah qui s'effondre d'année en année. Moi, je vois la manière dont cette âme d'Alger et de l'Algérie est délaissée complètement par les pouvoirs publics. Et ça le mettait très très en colère, et c'était quelqu'un formidable de culture et d'empathie aussi avec son propre peuple, quoi. Donc c'est tout ça aussi qui a nourri mes albums. Oui, merci Jacques Ferrandez. Ces suites algériennes, c'est remarquable, c'est absolument fabuleux. 62-2019, cette première partie publiée donc chez Casterman. Merci Jacques. Merci beaucoup Patrick.